Madame Lingemann, on vous écoute. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Martin Ajdari. Comme Madame la Présidente l'a indiqué, votre nomination ne pourra être effective qu'après un vote dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par l'article 13 de la Constitution. En ce domaine, le Parlement dispose d'un pouvoir de blocage à la majorité qualifiée. La règle est simple. Si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions, votre nomination ne sera pas possible. En revanche, si cette majorité qualifiée négative n'est pas atteinte, votre nomination sera confirmée. Je souhaite cependant rajouter que votre nomination repose davantage sur une adhésion plutôt que sur un cumul de votes négatifs inférieurs à 60%. Voilà pourquoi il est important que votre audition nous éclaire sur votre parcours et encore plus sur votre projet pour l'ARCOM. Sur le premier point, votre parcours présente de réelles garanties puisque, conformément à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous disposez de compétences, je cite, en matière économique, juridique ou technique, et d'une expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques. Je rappelle ainsi que vous avez exercé des fonctions importantes au sein de l'audiovisuel public, puisque vous avez travaillé comme directeur général délégué de Radio France avant d'être secrétaire général de France Télévisions. Vous connaissez également bien le travail de l'administration chargée du suivi du secteur, puisque vous avez occupé pendant 4 ans et demi le poste de directeur général des médias et des industries culturelles au sein du ministère de la Culture. Vous êtes également intervenu dans le suivi politique de ces sujets, puisque vous avez été le directeur de cabinet de Madame Aurélie Filippetti, puis de Fleur Pellerin, lorsqu'elles étaient ministres de la Culture et de la Communication. Vos centres d'intérêt ne se limitent pas à l'audiovisuel, puisque votre goût prononcé pour l'art lyrique et la danse vous a conduit à 2 reprises à travailler au sein de l'Opéra national de Paris, une première fois en 2009-2010 et une deuxième fois depuis 2020. Je ne sais pas si votre possible départ de l'Opéra national de Paris pour l'ARCOM s'apparenterait à une forme d'enlèvement au sérail, mais votre nomination soulève bien entendu l'intérêt de notre commission. Depuis sa création en 2022, suite à la fusion entre le CSA et la DOPI, l'ARCOM s'est rapidement imposé comme un acteur clé du secteur de l'audiovisuel, de la communication et du numérique, au point que son nom résonne aujourd'hui de manière familière aux oreilles de nombreux Français. Pour autant, seule une partie des missions de l'ARCOM est aujourd'hui connue. Les missions de l'ARCOM ne se limitent pas ainsi, loin s'en faut, à l'attribution des fréquences hertziennes et aux sanctions adressées aux éditeurs, c'est-à-dire aux chaînes de télévision et de radio. Les décisions rendues par l'ARCOM dans ce domaine et votre vision de ce sujet feront, je n'en doute pas, l'objet de nombreuses questions. Mais je crois utile de dire clairement que non, le rôle de l'ARCOM ne se résume pas à C8 et à CNews, car dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 30 articles différents sont ainsi consacrés à l'ARCOM. Effectivement, le champ d'intervention de cette structure est particulièrement vaste. Outre la gestion de l'attribution des fréquences hertziennes radio et télé et la régulation des médias audiovisuels, l'ARCOM nomme les présidents des 3 sociétés nationales de programme, surveille l'utilisation licite et illicite des œuvres protégées sur les réseaux numériques, protège les droits d'auteur et les droits voisins contre les atteintes en ligne, joue un rôle dans la protection des mineurs contre l'exposition à la pornographie en ligne, intervient dans la lutte contre le piratage des droits sportifs, soutient indirectement la création vérifiant le respect des obligations des diffusions des œuvres audiovisuelles et cinématographiques et en contrôlant le respect des obligations d'investissement des éditeurs de services. L'ARCOM, vous l'avez compris, est donc un acteur central de notre paysage audiovisuel et numérique. Pour assurer ses missions, cette structure s'appuie sur un collège de 9 membres, sur un peu plus de 350 collaborateurs et sur un budget légèrement supérieur à 50 millions d'euros. Les missions de l'ARCOM sont régulièrement complétées par le législateur. Cela était déjà le cas au temps du CSA et de la DOPI. Cela l'est encore plus aujourd'hui, puisque la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a par exemple confié à l'ARCOM le pouvoir de sanctionner et de bloquer
administrativement les sites pornographiques ne respectant pas leurs obligations pénales d'empêcher l'accès des mineurs à leur contenu. J'espère que votre audition permettra d'évoquer l'ensemble des compétences de l'Arcom et ne se résumera pas. Excusez-moi, je suis désolée. Je reprends. J'espère que votre audition permettra d'évoquer l'ensemble des compétences de l'Arcom et ne se résumera pas à savoir si vous êtes un pro ou un anti-Cyril Hanouna ou Pascal Praud. De mon côté, je souhaitais vous poser 5 questions. La première concerne votre regard sur les évolutions annoncées du paysage audiovisuel sur la TNT. Pour la première fois, l'Arcom n'a pas renouvelé les fréquences de 2 éditeurs sortants, C8 et Énergie 12, et a présélectionné les candidatures de 2 autres candidats, Ouest France TV et Réel TV. Plus récemment, le groupe Canal+ a annoncé renoncer en juin 2025, aux 4 canaux qu'il occupait jusqu'alors sur la TNT pour ses chaînes payantes, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+. Ce retrait suscite des inquiétudes, même si Canal+ demeurera assujetti aux obligations des développements de la production d'œuvres cinématographiques figurant dans le décret CAPSAT. Cette annonce du groupe Canal+ pose plus généralement la question de l'avenir de la TNT, sur laquelle je souhaiterais aussi entendre votre point de vue. L'ensemble de la régulation audiovisuelle a en effet été conçu autour d'un modèle simple, en contrepartie de l'attribution d'une fréquence hertzienne, fréquences qui sont par nature limitées. Les éditeurs sont soumis à différentes obligations et prennent des engagements relatifs à la qualité des programmes ou au financement de la création. Or, les Français regardent de moins en moins la télévision par la TNT. La réception par Internet, via les fournisseurs d'accès à Internet, FAI, est maintenant le premier mode d'accès à la télévision et poursuit sa progression. Contrairement aux fréquences hertziennes, le nombre de chaînes n'est pas limité techniquement via Internet. Et dans ce contexte, comment envisagez-vous donc l'avenir de la régulation de l'audiovisuel dans ce contexte de déclin de la TNT ? Ma deuxième question concerne la mise en œuvre du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services. Depuis l'arrêt de Reporters sans frontières du 13 juin 2024, vous le savez, le Conseil d'État impose à l'Arcom de prendre en compte les temps de parole de tous les intervenants pour évaluer le respect du pluralisme et plus seulement des seules personnalités politiques comme cela était le cas auparavant. Tenant compte de cette décision, l'Arcom a adopté une délibération le 17 juillet 2024 qui vise à en préciser les modalités d'application et à décliner ce principe dans les premières conventions conclues la semaine dernière avec des chaînes de la TNT. Nous souhaiterions savoir comment vous comptez mettre en œuvre cette délibération relative au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services. Quels équilibres préconisez-vous ? Comment le contrôle de l'Arcom devrait-il, selon vous, s'opérer ? Ma troisième question concerne les conditions de déploiement de la radio numérique terrestre, le DAB+. En tant qu'élu d'un département rural, le Puy-de-Dôme, je suis particulièrement attachée à ce que ce dispositif se déploie sans dégrader la qualité de ce service en milieu rural. Aujourd'hui, la couverture par le DAB+, de la population métropolitaine a dépassé les 50%. Mais on sait que les 50% restants seront les plus difficiles à atteindre, surtout dans la ruralité et dans les territoires ultramarins. Je vous écouterai donc sur ce point avec une attention particulière, comme beaucoup de mes collègues ici présents, je pense. Ma quatrième question concerne la responsabilité confiée à l'Arcom par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de s'intéresser au temps consacré à la diffusion des programmes sportifs, en vue d'une part de permettre une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin, afin de favoriser la professionnalisation du sport féminin, et d'autre part d'assurer la diffusion du handisport, dont nous avons vu cet été qu'elle pouvait intéresser un large public à l'occasion des Jeux paralympiques. Alors à ce titre, quelle serait votre feuille de route sur ces points en tant que présidente de l'Arcom ? Enfin, je souhaiterais appeler votre attention sur la protection des mineurs face au contenu pornographique en ligne. Sur son site internet, l'Arcom rappelle que chaque mois, je dis bien chaque mois, 2,3 millions de mineurs, dont certains très jeunes, fréquentent des sites pornographiques auxquels l'accès devrait pourtant leur être
empêcher. Sur ce sujet, l'ARCOM a un rôle particulier à jouer, puisqu'elle a établi récemment un référentiel posant des exigences pour renforcer la fiabilité du contrôle de l'âge des utilisateurs et sur le respect de la vie privée. La loi du 21 mai 2024 a également confié à l'ARCOM des pouvoirs de sanction et de blocage administratif de ces sites pornographiques ne respectant pas cette loi. Ma question est donc très simple. La lutte contre la pornographie en ligne constituera-t-elle également un axe fort de votre projet ? Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.